Envie de planifier un séjour à Toronto ou encore de savoir combien pourrait coûter à peu près un tel séjour? Dans cette vidéo, je vais te faire un retour sur mon voyage d'une semaine à Toronto et te donner mes bons plans, le budget total du voyage détaillé et te faire un retour sur ce que je pense avec du recul de la ville et de la vie là-bas. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais que je suis initialement venue au Canada pour activer mon PVT, le permis vacances-travail. Un visa attribué jusqu'à l'âge de 36 ans, d'une durée de 1 an, renouvelable pour une deuxième année. Mon visa allait expirer, et j'avais déjà fait le choix de rester en France, mais je voulais m'assurer que j'avais pris la bonne décision et que je n'allais pas avoir de regrets. Donc je suis partie sur une semaine au Canada, sur un coup de tête, pour découvrir le pays, ou plutôt la ville de Toronto. Et je te dirai à la fin de cette vidéo quel est mon ressenti par rapport à tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le thème de Toronto. J'espère que tu as apprécié cette série de vidéos voyage au Canada. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire. Et en tout cas de mon côté, j'ai adoré pouvoir partager ces moments de vie avec toi. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. Passons maintenant à la première partie de cette vidéo qui concerne l'organisation générale du voyage. Pour que cette vidéo puisse voir le jour, j'ai gardé l'ensemble de mes tickets de caisse pour traquer l'ensemble de mes dépenses. Et c'était pas gagné parce que généralement je perds toujours tout et j'oublie tout aussi. Et j'ai utilisé une application plutôt pratique pour le faire, que tu connais déjà sûrement, et qui s'appelle Tricount pour calculer et catégoriser mes dépenses. Je savais que ce voyage allait coûter cher, mais je voulais quand même avoir une certaine maîtrise du coût total, que je te dévoilerai à la fin de la vidéo. La première dépense que j'ai réalisée pour ce voyage, c'est les billets d'avion. C'est la dépense la plus grosse de ce voyage car j'ai pris mes billets à la dernière minute et je n'ai pas pris de compagnie low cost. Je suis partie avec Air France. Pendant longtemps j'avais peur de l'avion donc j'avoue que je privilégie souvent la sécurité et la qualité du vol sur le coup. J'ai réservé mes billets une semaine avant de partir et j'ai payé 695 € pour l'aller et 433 € le retour, soit un total de 1128 € pour les billets d'avion. Partir à la dernière minute, c'est un peu qui tout double, parce que dans la plupart du temps c'est plus cher, mais il arrive quand même que certaines compagnies aériennes baissent leurs tarifs pour pouvoir assurer le remplissage de leur avion. 1128 € c'est un gros budget, et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir les moyens de m'offrir ce voyage. C'était vraiment sans regret, le vol s'est super bien déroulé, j'étais confortablement installée, j'ai bien mangé et les 8 heures de voyage sont finalement passées assez vite. La panique a plus été à l'arrivée, car c'est toujours un peu stressant d'arriver dans un aéroport que l'on ne connaît pas, surtout dans un pays étranger. Comme je l'avais déjà précisé dans ma vidéo sur mon départ, j'ai passé plus de 2 heures à la douane après mon arrivée. Parce que la queue de l'immigration est extrêmement longue et le temps de traitement des nouveaux arrivants est assez long, ce qui génère pas mal de stress. La deuxième plus grande dépense est bien entendu l'hébergement. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais l'hébergement à Toronto est tout juste hors de prix. C'est vrai pour les locaux, mais c'est aussi vrai pour les logements temporaires. J'ai choisi de prendre un Airbnb plutôt qu'un hôtel pour diminuer un peu les coûts, même si le prix payé reste très élevé, notamment à cause de mes critères. Je recherchais un logement dans Downtown Toronto pour avoir tout à portée sans trop rester trop longtemps dans les transports. Parce que c'est vrai qu'avant je privilégiais les logements moins chers, même s'ils étaient plus éloignés, mais je me suis vite rendu compte avec le temps que ce n'était pas forcément plus rentable. Parce que le transport vers le centre est un tarif, mais aussi parce que ce temps, c'est du temps où l'on ne profite pas forcément du voyage qui représente déjà lui-même un tarif, donc quitte à payer, autant en profiter au maximum. Sachant que le soir, le transport devient aussi limité. Je te mettrai le lien de l'annonce en barre d'infos, on ne sait jamais si cela t'intéresse. Pour 5 nuits, j'en ai eu pour 481,57 €. La chambre que j'ai eue était plutôt sympa, localisée au premier étage d'une maison de ville. Je pense que ça aurait été mieux avec une petite cuisine, mais le prix aurait été bien plus élevé. Mais franchement, je n'ai rien d'autre à redire. L'espace de vie est assez grand, avec 3 grandes fenêtres qui le rendent très lumineux. Une pseudo-armoire, un miroir et une salle de bain à l'intérieur. Alors que le centre de Toronto fait très industriel, la banlieue est quant à elle plus chaleureuse avec ses briques rouges. L'environnement extérieur est très caractéristique de l'architecture à l'américaine et j'adore la vibe que ça renvoie. Des quelques nuits que j'ai passées ici, le quartier a l'air plutôt calme, de jour comme de nuit. Si je devais donner un avis honnête, je dirais qu'il a rempli toutes les cases de besoins que j'avais. Trouver un hébergement pas trop loin du centre, mais pas dans l'hypercentre pour des raisons budgétaires. J'étais à peu près à 1 heure du centre en tram, ce qui m'a quand même fait économiser des centaines d'euros. Dans un quartier qui ne craint pas trop et qui a un lit et une salle de bain. Pour la deuxième partie, je vais parler de mes dépenses sur place avec un peu plus de détails. Si tu pars au Canada, ne fais surtout pas comme moi et n'oublie pas l'adaptateur pour les prises. Ils ont des prises de type A et B et j'ai pas mal galéré pour en retrouver une.
J'ai fini par en trouver une dans un magasin de tabac / magasin de souvenirs à 15,28 €. Et attention à ne pas confondre avec les adaptateurs pour l'Angleterre, parce que oui, ça m'est arrivé, où les prix sont de type G. Pour ne pas confondre, c'est assez simple, les embouts métalliques sont beaucoup plus épais. Pour parler des transports en commun, le plus emblématique, ça reste bien sûr les school bus à l'américaine. Les chemins de fer avec les trains verts sont plutôt atypiques aussi, bien que je n'ai malheureusement pas pu les tester. Mais ils me rappellent pas mal les films de dystopie du type Divergente. Il y a aussi des tramways qui sont pour le coup très typiques du Canada, rouge et blanc comme le drapeau. C'est le moyen de transport que j'ai le plus utilisé en étant là-bas. Et inutile de vanter les mérites du tramway, parce qu'on a la même chose en France. Mais je peux te dire par contre que leur tramway se comporte pas exactement de la même manière sur la route que le nôtre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais chez eux le tramway fonctionne un peu plus comme un bus électrique. En France, il a tendance à avoir son propre espace de circulation, bien séparé des voitures, même si ça peut arriver que parfois les voitures doivent traverser les voies de tram. Mais là, le tram fait partie intégrante de la circulation sur la route avec les voitures, et il s'arrête vraiment quand il veut. Par exemple, là le tram peut s'arrêter ici. On pourrait s'attendre à voir un arrêt avec un toit couvert et tout ça, mais pas du tout, il va juste s'arrêter là. Mais sinon, en ce qui concerne l'intérieur, c'est plutôt basique, assez calme en journée, mais quand même bien rempli la nuit quand les gens rentrent du travail. L'un des grands avantages de Toronto, comme la plupart des grandes villes, c'est le fait que la ville soit très bien desservie. C'est finalement assez facile de se déplacer. Le transport le plus courant et pratique est à mon sens le métro, qui est aussi appelé Toronto Transit Commission. Il possède actuellement 4 lignes qui desservent bien toute la ville, comme tu peux le voir sur l'écran, et est en expansion croissante. Une 5e ligne de métro est en cours de construction. Le métro de Toronto a été inauguré en 1954, faisant de lui le premier et le plus vieux réseau de métro du Canada. Le réseau souterrain de la ville est aussi appelé PATH. Il est relié à plusieurs stations de métro et est le plus grand complexe commercial du monde, avec plus de 30 km de passage. Moi qui avais peur des hivers ici au Canada, je me rends compte que ici tout est conçu pour vivre avec des températures extrêmes. Le PATH a été conçu pour affronter les hivers froids et neigeux de la ville, avec des systèmes de déneigement et des chauffages intérieurs. Le métro fonctionne de 6h à 1h30 du matin, ce qui est super pratique pour sortir la nuit. Grosse surprise également, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les métros sont plutôt calmes. Les transports à Toronto sont plutôt sécurisés et je n'ai pas constaté d'incivilité particulière, même quand ils sont remplis. Même si j'imagine que ça peut arriver comme dans la plupart des villes. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça plus sécurisant que dans certaines grandes villes en France. Il y a aussi pas mal de bus dans la ville qui sont très fréquents. En ce qui concerne le coût des transports, ça reste quand même assez cher, mais c'est dans les prix des grandes villes. Le ticket pour un voyage est à 3,25 $ canadiens pour l'aller, soit à peu près 2,18 €. J'ai aussi dû prendre des Uber et des taxis à certains moments de mon voyage pour des destinations plus éloignées, comme par exemple l'arrivée et le départ de l'aéroport, ou encore la visite du zoo qui était en dehors de la ville. Et les prix sont plus ou moins similaires à ceux pratiqués en France, donc autant dire que ce n'était pas donné. Mon taxi de l'aéroport à mon arrivée vers le Airbnb m'a coûté 41,46 €. Le Uber pour le zoo m'a coûté 40 €. Et à la fin du voyage, le Uber vers l'aéroport a coûté 36,34 €. Passons maintenant à la nourriture. Le soir de mon arrivée, il était déjà 2h du matin passé quand je suis arrivée au Airbnb. Donc j'ai fini par me faire livrer avec Uber Eats et j'ai commandé McDo. J'en ai eu au total pour 12,80 €. Le lendemain, c'est très basique, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au Starbucks pour mon premier petit déjeuner. J'ai pris comme à mon habitude un chai latte avec un mollo au chocolat et j'en ai eu pour 9,45 €. Le midi, j'ai mangé une pizza margarita au Pie Bar Pizza dans le bord du lac de l'Ontario, pas trop loin de là où j'ai pris le bateau, et j'en ai eu au total pour 17,81 €. Le soir, je suis partie dans une chaîne de fast-food à côté de mon Airbnb, A&W. A&W est l'une des chaînes de restauration rapide les plus populaires et les plus établies au Canada. Pour la petite histoire, l'entreprise a été fondée aux États-Unis en 1919 par Roy Allen et Frank Wright, d'où le nom de A&W, Allen et Wright. J'ai pris un burger au poulet avec frites et boissons et j'en ai eu pour 11,96 €. Le mercredi a été la journée où je me suis rendue au chute du Niagara. Pour ne pas changer, je suis partie au Starbucks de nouveau et j'ai repris un chai latte à 95 $ à emporter. Étant donné que j'avais un trajet de 2 heures qui m'attendait, j'ai enchaîné sur le repas du midi avant de prendre le car. Avec toute la malbouffe que j'avais mangée depuis le début du voyage, j'ai opté cette fois pour une enseigne plus healthy
Et je suis partie à Go Grill où j'ai pris un ginger beef wrap et une boisson, ce qui m'a coûté dans les 12 €. Pour le repas du soir, j'ai mangé des frites avec des nuggets et une petite boisson dans un restaurant au chute du Niagara pour un total de 9 €. Le jeudi, c'est vraiment la journée où je n'ai pas été originale du tout. Pour le petit déjeuner, je suis repartie au Starbucks et j'en ai eu pour 5,95 €. Le midi, je suis repartie au McDo et j'en ai eu pour 15,13 €. Il y a toujours un stade du voyage quand on ne cuisine pas, où on commence à être fatigué de manger de la malbouffe et qu'on rêve juste d'un petit plat maison. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai choisi pour le soir d'aller faire un tour au métro, qui n'est pas le Subway, je précise, mais le nom de l'un de leurs supermarchés. C'était aussi l'occasion de voir quel type de produits on pouvait y trouver. Et c'est vraiment comme les États-Unis. Les quantités sont plus grosses, il y a beaucoup plus de sucre aussi. Pour changer du Starbucks, le vendredi matin, je suis partie manger dans un restaurant qui s'appelle Starving Artist. J'ai pris un waffle au chamallow, chocolat et saupoudré de miettes de biscuits de Graham. Ce sont des miettes fabriquées en écrasant des biscuits de Graham, un type de biscuit plat et croustillant, fait avec de la farine de Graham et sucré avec du miel. Le midi, j'ai mangé dans un restaurant localisé dans Italie, un marché intérieur de produits italiens issus de l'agriculture durable, dans lequel sont également présents 4 restaurants italiens. J'ai pris une pizza margarita et j'en ai eu pour 15,80 €. Le soir, je n'avais pas super faim, donc j'ai mangé par gourmandise des crêpes dans le grand centre commercial de Toronto. Enfin, pour mon dernier jour, le samedi, je suis partie prendre mon petit déjeuner dans un café, le Boom Breakfast & Co, dans le quartier de College Center à Toronto. Je voulais cette fois manger un petit déjeuner un peu plus atypique de la région, et je pense avoir trouvé la localisation idéale. Sur les tables à côté de moi, je voyais des assiettes remplies de pain, œufs, saucisses, bacon, un vrai petit déjeuner à l'américaine. Mais pour être honnête, je n'ai pas eu l'estomac pour prendre un repas aussi consistant. Donc je suis partie sur du chocolat chaud avec des pancakes et ils étaient énormes, même si ça ne se voit pas beaucoup en vidéo. J'ai vraiment galéré à terminer et j'en ai eu pour 20,87 €. Le midi, j'ai pris un McDo, j'en ai eu pour 14,94 € et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais les frites au McDo sont hyper salées ici, donc je te conseille vraiment de retirer le sel comme je l'ai fait. Étant donné que c'était mon dernier jour, le soir j'ai filé vers l'aéroport et je n'avais pas hyper faim donc je n'ai pas pris de repas, même s'il y avait l'air d'avoir des trucs sympas à l'aéroport. Finalement, pour conclure sur le sujet de la nourriture, le coût est finalement assez similaire à ce que l'on peut retrouver en France. Dans les restaurants populaires, on mange entre 12 et 25 €. J'ai déjà sorti une vidéo sur l'ensemble des activités à faire à Toronto, que tu peux retrouver juste ici, sur le lien qui apparaît en haut à droite. Donc je ne vais pas énormément m'étaler sur cette partie, mais je vais te présenter ici les activités payantes et leurs coûts. Alors déjà, je tiens à préciser que comme dans toutes les grandes villes, les activités à Toronto sont vraiment pas données. Ça représente vraiment un gros budget qu'il faut vraiment prévoir et prendre en compte avant d'y aller. Mais heureusement, il existe un pass, le City Pass, à 83,70 €, qui permet de visiter 5 attractions parmi la liste suivante. La Tour Seine, le Musée Royal de l'Ontario, la Casa Loma, le City Cruise de Toronto, qui est une balade guidée sur le lac de l'Ontario, où l'on a un très bel aperçu du littoral de la ville, l'Aquarium Ripley de Toronto et le Zoo de Toronto. L'économie réalisée est vraiment pas négligeable. Je suis aussi partie dans des jeux d'arcade à la japonaise, à Yonge Dundas Square, le Times Square de Toronto, et l'expérience était vraiment hyper frustrante. Let's go. Là, tu l'as, hein. Allez, vite. Mais je recommande quand même. J'ai payé 15 € de jetons et j'ai fini par ressortir avec une petite peluche de Luffy. J'ai aussi voulu aller vivre un match de sport et pour ça j'ai acheté des tickets pour aller voir un match de la NBA, de Toronto Raptors, qui m'a coûté à peu près 58 € pour une place en entrée de prix. Je voulais aussi faire un match de baseball avec les Blue Jays de Toronto, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis également partie voir les chutes du Niagara et j'ai payé le bus pour aller de Toronto jusqu'à la ville de Niagara Falls, aller-retour, à 31,30 €. La navette de la gare de Niagara Falls jusqu'aux chutes de Niagara à 12,50 € l'aller-retour. Et une fois sur la zone des chutes, j'ai pris le bateau pour aller observer les chutes à 25,60 €.
et je suis également montée dans une tour d'observation pour observer les chutes d'en haut qui m'a coûté 14,25 €. J'ai fini de te lister l'ensemble des dépenses de ce voyage et je peux maintenant te dévoiler le budget total que j'ai investi pour ce voyage. Au total, j'ai payé 1391,35 € en comptant aussi les souvenirs que j'ai achetés. On peut maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne mon retour personnel sur Toronto et le Canada. Une diversité culturelle impressionnante. Dans un premier temps, j'ai trouvé que Toronto était une ville extrêmement multiculturelle. Je crois bien d'ailleurs que c'est l'une des villes les plus multiculturelles du monde. Ce qui en soi est plutôt sympa, car ça permet de gagner une réelle ouverture d'esprit et de côtoyer des personnes avec des cultures différentes. Selon des données statistiques réalisées par le gouvernement canadien en 2021, il y aurait à Toronto 48% d'Européens, 37% d'Asiatiques, 9% d'Africains et Caribéens, 3% de personnes d'origine du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 3% de personnes d'Amérique latine et 2% d'autres populations, y compris des autochtones et des multiraciaux. Toronto est une ville riche en culture, mais j'ai trouvé que la présence d'autant de communautés avait parfois plus tendance à séparer les gens qu'à les rassembler. Car de mon ressenti, j'ai eu l'impression que chaque communauté vivait entre elles, et qu'il manquait ainsi un sentiment patriotique fort, et une culture locale comme on peut le retrouver en France ou un peu partout en Europe. Peut-être qu'avec un petit temps d'adaptation, ce sentiment serait parti, je ne sais pas trop. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi le fait que beaucoup de personnes à Toronto n'ont pas pour projet de rester habitées dans la ville. C'est un peu comme une ville de transit dans laquelle on vient vivre une certaine expérience et mettre de l'argent de côté. C'est ça pour les jeunes Européens qui partent au Canada après les études, ou encore les personnes venant de pays comme l'Inde, où la concurrence pour trouver un travail est très forte et les salaires sont très bas. Les habitants de Toronto sont réputés pour leur tolérance et leur ouverture d'esprit, ce qui facilite les premières interactions. Tout le monde est bienvenu au Canada, bien qu'il doit peut-être exister comme partout des discriminations. En tant qu'étranger, il faut avoir conscience que le Canada a certaines mesures qui peuvent rendre la vie plus difficile au début. En prenant un Uber, je suis tombée sur un chauffeur de taxi indien qui est venu faire ses études ici à Toronto, et qui m'a expliqué que la vie à Toronto était dure pour lui, car il n'avait pas de bourse, le coût de la vie est très élevé, et il n'est pas autorisé à travailler plus de 20 heures par semaine en tant qu'étudiant étranger. En ce qui concerne le marché du travail à Toronto, bien que la ville soit un centre économique majeur, il peut être difficile pour un expatrié de se faire une place rapidement, surtout si l'on n'a pas de réseau local. Avant de trouver du travail en France et de choisir de finalement pas partir au Canada, j'avais fait pas mal de candidatures pour des entreprises au Canada, et d'expérience, je peux dire que ce n'est pas évident. Le fait de ne pas avoir de papier canadien est un grand frein pour beaucoup d'entreprises. J'ai l'impression qu'à Toronto, le réseautage est crucial pour progresser dans sa carrière. D'ailleurs, si tu comptes t'installer à Toronto pour le travail, fais bien attention car certains diplômes français ne sont pas immédiatement reconnus, ce qui peut demander des démarches supplémentaires. La vie à Toronto est plus rapide qu'en France, surtout dans le milieu professionnel où le niveau d'exigence peut être plus élevé. Ce qui d'un côté peut faire sens étant donné que le salaire est plus élevé. Les méthodes de travail, les attentes en entretien et le style de communication peut différer de la France. Toronto est l'une des villes les plus peuplées d'Amérique du Nord, après New York, Los Angeles et Mexico City, avec 6,7 millions d'habitants en 2023. Pourtant, la vie dans la ville est plutôt calme. Une des choses qui m'a beaucoup surprise et que j'ai vraiment beaucoup aimé à propos de Toronto, c'est sa sécurité et sa tranquillité. Toronto est une ville très sécurisée, dans laquelle on se sent bien et l'on n'a aucune crainte, même la nuit. J'ai quand même trouvé que la ville était très industrielle et qu'il manquait pas mal d'espaces verts et des espaces de respiration plus naturels. Il y a quand même quelques parcs dans la ville, comme Queen's Park qui est au cœur de la ville. High Park, le plus grand parc de Toronto, avec des sentiers, des aires de pique-nique, un zoo gratuit et des cerisiers en fleurs au printemps. Et bien sûr, Toronto Island Park, qui représente un réel espace de respiration dans cette ville très urbanisée. Je n'ai pas expérimenté de climat extrême, étant donné que je suis partie au Canada en avril, mais je suis consciente que la rigueur du climat peut représenter un réel défi pour beaucoup, qui est à prendre en compte si l'on souhaite venir s'installer ici. L'hiver est plus froid qu'en France, mais aussi beaucoup plus long. L'un des points positifs de la ville, qui améliore grandement la qualité de vie, c'est l'ensemble des événements sociaux qui sont organisés. Toronto regorge de festivals, de concerts et d'événements culturels et sportifs.
c'est quasiment impossible de ne pas savoir quoi faire le soir et le week-end. Le point noir de mon expérience à Toronto est, comme je l'imaginais, le coût de la vie, qui est vraiment très élevé, en particulier pour le logement et la nourriture, où c'est bien supérieur à ce qu'on peut trouver dans certaines villes en France. Bien que les salaires à Toronto soient très attractifs, le pouvoir d'achat est souvent limité par le coût des biens et services. Il faut aussi prendre en compte le coût des assurances complémentaires santé, qui est bien plus élevé qu'en France. Mais sur ce point-là, je pense qu'il doit quand même être possible de mettre plus d'argent de côté qu'en France, si l'on travaille dans des secteurs d'activité très demandeurs, comme dans l'informatique par exemple, et si l'on minimise ses coûts en faisant de la colocation. En avril dernier, j'ai pris la décision de venir au Canada pour activer mon PVT qui allait s'expirer, parce que le visa n'est valable qu'une seule année. Donc si l'on ne part pas dans l'année de son obtention, on perd son bénéfice. J'ai pris la décision de partir sur un coup de tête au Canada pour voir si la vie ici aurait pu être la mienne, et surtout pour ne pas avoir de regrets. Et avec du recul, je suis extrêmement contente d'avoir pris cette décision. Parce que lorsque l'on vit dans l'ignorance ou le regret, on a cette désagréable sensation d'être passé à côté de quelque chose dans sa vie. Alors que là, je peux dire qu'après ce voyage, même s'il était court, je suis plutôt confiante du choix que j'ai finalement fini par faire, de rester en France, pour le moment en tout cas. Toronto est une très belle ville, pleine d'opportunités, où il y fait bon vivre, et où c'est assez dynamique pour les jeunes socialement et professionnellement parlant. Mais dans ma situation, ce changement de vie allait représenter un énorme coût financier au départ, car la vie ici est vraiment pas donnée, et les opportunités professionnelles sont difficiles à trouver en arrivant sans contact. Et aussi avec le rythme de vie ici, j'ai eu du mal à me projeter sur le long terme. J'ai l'impression qu'après avoir fini mes études sup, j'ai eu cette envie difficilement explicable de fuir. Parce que l'inconnu et l'incertitude de ce à quoi allaient ressembler mes prochains mois et mes prochaines années me faisaient peur. Ce voyage à Toronto m'a fait réaliser que ce que j'aimais dans l'idée de venir m'installer ici au Canada, c'était cette envie de renouveau et l'envie de vivre de nouvelles expériences. Mais en y réfléchissant comme ça, au bout de quelques temps au Canada, j'aurais fait le tour, j'aurais aussi probablement eu un peu le mal du pays et cette sensation d'être loin de mes proches et de tout. Et j'aurais de nouveau cette envie de fuir. Donc la meilleure option à ce stade pour moi est le voyage, mais cette fois sans engagement. Et je compte en planifier d'autres cette année. Parce que c'est tellement beau de pouvoir avoir la chance de découvrir le monde. Sur le chemin vers l'aéroport, je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir eu cette chance de venir jusqu'ici et de pouvoir faire mes propres choix. Je me sens aussi reconnaissante d'avoir pu partager ces beaux moments de voyage avec toi. Et je te remercie d'avoir suivi cette série de 5 vidéos au Canada avec moi. Et d'ailleurs, si tu as loupé un épisode, n'hésite pas à regarder celles qui vont bientôt s'afficher sur l'écran de fin. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 먼지투성이 hands are trembling right now deep blue water sea afraid of jumping in right now